Bonjour Maurice. Bonjour Victor. Alors aujourd'hui, je vais te solliciter pour parler d'un problème très fréquent et que tu as toi-même connu, il me semble. On va parler des reflux gastro-œsophagiens et du pyrosis. Allez, c'est parti. Alors moi, au cours de mon exercice médical quotidien, et notamment au cours des scintigraphies myocardiques, qui sont en fait des examens où l'on dépiste les maladies coronariennes, c'est-à-dire les plaques sur les artères coronariennes, qui sont les artères du cœur, qui peuvent venir réduire le calibre de l'artère et même des fois se boucher et causer l'infarctus du myocarde. Un des signes qui peut faire évoquer ces maladies coronariennes, c'est la présence de douleurs dans la poitrine. Et donc chez les gens qui ont des douleurs dans la poitrine, la scintigraphie myocardique va permettre de dire si une artère coronaire est bouchée ou pas. Et heureusement, quand même dans une grande majorité des cas, on ne retrouve pas d'artère qui soit bouchée. Et quand il y a des douleurs dans la poitrine et qu'il n'y a pas d'artère coronarienne qui soit bouchée, un des diagnostics très fréquents est celui de reflux gastro-œsophagien avec un pyrosis. Alors, en dehors de mon exercice de médecine nucléaire, il y a beaucoup de gens qui, dans les autres spécialités médicales et en médecine générale, se plaignent de reflux et de pyrosis. Donc, le pyrosis, c'est cette brûlure qu'on a dans la poitrine qui est causée par des remontées acides. D'un point de vue épidémiologique, environ 10% de la population générale se plaint de reflux gastro-œsophagien quotidien. Et entre 30 à 40% se plaint de pyrosis, donc de ces brûlures dans la poitrine, de manière occasionnelle. Et donc, 10% quotidien, 30 à 40% occasionnel, vous imaginez, sur une population générale, ça fait beaucoup de monde. Et donc, beaucoup de monde, ça fait aussi beaucoup de médicaments. Nous, d'un point de vue médical, on voit énormément de patients avec des traitements par inhibiteurs de pompe à protons, des antiacides. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et ce n'est pas sans effet secondaire, car tout traitement entraîne des effets secondaires. Bref, on vous dit tout. Alors Boris, qu'appelle-t-on reflux gastro-œsophagien et pyrosis? Alors, il y a un lien entre reflux gastro-œsophagien et pyrosis. Le reflux gastro-œsophagien, c'est un reflux d'un liquide de l'estomac en dehors de l'estomac, en amont et en l'occurrence dans l'œsophage. Donc c'est ce qu'on appelle des fois des renvois acides, hein, par exemple, des remontées acides. Voilà, donc ça c'est le reflux gastro-œsophagien, donc c'est le reflux de l'estomac dans l'œsophage. Et ce reflux va se manifester par des conséquences. Ces conséquences, ça va être une brûlure de l'œsophage qui lui n'est pas du tout fait pour supporter l'acidité, mais on pourra y revenir. Et donc ces brûlures qu'on ressent parfois même assez haut, que l'on appelle pyrosis, et elles sont éventuellement, pas toujours, accompagnées par des remontées jusque dans le fond de la gorge, hein, et donc ces fameuses remontées acides dans l'arrière-gorge qui d'ailleurs font tousser en général à ce moment-là. Et pourquoi a-t-on du reflux et du pyrosis? Pour la faire courte, le reflux provient du fait notamment que, entre guillemets, le clapet, on pourra peut-être détailler ça, ne ferme pas bien, donc du coup cela remonte dans l'œsophage puis éventuellement dans la gorge, mais surtout le problème c'est l'œsophage. Et les brûlures en elles-mêmes, hein, le pyrosis, c'est justement la conséquence de l'irritation, de l'inflammation de l'œsophage par l'acidité de l'estomac. Mais l'estomac n'est-il pas fait pour supporter l'acidité normalement? L'estomac, oui, mais l'œsophage, pas du tout. Et d'ailleurs, il est extrêmement sensible, extrêmement abîmé, hein, s'il y a des remontées acides, pour peu qu'elles soient régulières. Et d'ailleurs, cette acidité de l'estomac est extrêmement utile, extrêmement importante. On a un pH normalement entre 1 et 3, c'est-à-dire c'est extrêmement acide, comme d'ailleurs tous les estomacs d'animaux carnivores ou plutôt carnivores. Et ce qui donne cette acidité, c'est l'acide chlorhydrique. Et on l'appelle chlorhydrique parce que précisément il y a du chlore dedans, et ça c'est très important, en lien notamment avec le sel, mais on peut en discuter. Et cette acidité, elle est vraiment indispensable à la digestion, parce que c'est une digestion qui se fait en milieu acide, on parle en chimie de catalyse acide, donc c'est important pour bien digérer, c'est important pour bien absorber. Il y a un certain nombre de vitamines, par exemple, qui ne vont pouvoir être finalement absorbées que s'il y a une acidité suffisante. Hein, on peut penser par exemple à la B12, mais il y en a bien d'autres en réalité. On peut parler aussi de l'absorption du fer. Et si l'acidité est trop faible, eh bien, il y aura des conséquences. Et à ce moment-là, il n'y aura pas cette absorption.
Et de la même façon, l'acidité a aussi un rôle pour contenir en quelque sorte une éventuelle pullulation microbienne ou bactérienne dans l'intestin grêle, ce qu'on appelle la fameuse pullulation bactérienne du grêle, ou SIBO en anglais, qui peut poser des problèmes d'inconfort digestif, de diarrhée, mais aussi de malabsorption. Et juste pour finir sur les aspects on va dire physiologiques de l'acidité de l'estomac, eh bien l'estomac, lui, se protège de cette acidité, bien évidemment. Il est fait pour, donc il la sécrète, mais il est capable de s'en protéger. En fait, il sécrète une espèce de mucus qui va vraiment tapisser la paroi intérieure de l'estomac. Et ce mucus, en fait, est basique. Et donc, pas suffisamment pour neutraliser l'acidité, mais simplement pour empêcher l'acidité d'aller attaquer la paroi. C'est comme si la paroi se protégeait avec un filet. Ce mucus, ça ressemble en fait à un filet, et qui, entre guillemets, empêcherait l'acidité de passer à travers et d'aller l'attaquer. En revanche, l'œsophage, lui, il n'a pas du tout ça, il n'est pas du tout fait pour. Lui, il est fait pour conduire les aliments dans l'estomac. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que si l'acidité remonte, l'œsophage donc se fait attaquer. Et pour protéger l'œsophage a un ensemble de systèmes qui permettent d'éviter que ça remonte. Et parmi ces systèmes, un des plus importants, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage, qu'on appelle le SIO. Et ce sphincter inférieur de l'œsophage, c'est en gros, en quelque sorte, un muscle qui va se contracter. On a des muscles qui peuvent se contracter au niveau de la bouche, de façon volontaire. On a des muscles qui se contractent au niveau de l'anus, de façon volontaire et en partie involontaire. Voilà, on en a, on va dire, à tous les tuyaux, en quelque sorte. Et là, à ce tuyau-là, il y a aussi des muscles qui sont, pour le coup, de contraction involontaire. Et donc, du coup, on comprend que si ça ne ferme pas bien, notamment au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, eh bien, évidemment, chaque fois que l'estomac va se contracter pour malaxer et pour permettre de commencer la digestion, eh bien, hop, ça va remonter dans l'œsophage. Et donc, à chaque fois, l'acidité va venir brûler l'œsophage. Est-ce que tu peux nous parler des facteurs de risque de reflux? Pour simplifier, on peut différencier, on va dire, deux grandes causes, deux grands mécanismes de reflux. Il y a les causes qui seraient plutôt mécaniques, et puis il y a les causes qui seraient plutôt biologiques, même chimiques, ce qu'on appelle du coup biochimiques. Les causes mécaniques, de près ou de loin, elles sont liées à une compression de l'estomac, parce que par exemple j'ai un gros ventre et que donc ça va appuyer très fort sur l'estomac, et donc ça va favoriser ce reflux. C'est lié donc de près ou de loin à une augmentation de la pression à l'intérieur de l'abdomen, la pression abdominale, et c'est lié de près ou de loin à une insuffisance musculaire générale. À titre d'exemple, on peut citer le surpoids, l'obésité, on peut citer des prises de poids plus physiologiques mais très rapides, comme la grossesse par exemple. On peut citer une faiblesse des muscles de l'abdomen et du diaphragme aussi, qui sépare le thorax de l'abdomen et qui a un rôle justement important au niveau des sphincters de l'œsophage, notamment du sphincter inférieur de l'œsophage. Qu'il existe d'ailleurs ou non une hernie hiatale. La hernie hiatale, c'est l'estomac qui remonte à travers ce qu'on appelle le hiatus, c'est-à-dire le petit trou qu'il y a dans le diaphragme pour faire passer l'œsophage. Et donc, quand ce trou s'agrandit, que le diaphragme est un peu mou, qu'on a des muscles qui ne sont pas très bons, une forte pression abdominale, effectivement, l'estomac peut commencer à remonter un petit peu au niveau du diaphragme. Et à ce moment-là, ce qu'on appelait le sphincter inférieur de l'œsophage fonctionne du coup assez mal. Donc la hernie hiatale n'est pas du tout obligatoire pour entraîner un reflux. C'est pas parce qu'on a une hernie qu'on va forcément avoir un gros reflux, peut-être un petit mais pas forcément un gros reflux. Néanmoins, en général, elle aggrave les choses. Et puis enfin, il y a la toux chronique qui augmente du coup la pression abdominale en permanence à chaque fois que je tousse. Les causes biologiques, enfin biochimiques, c'est de près ou de loin ce qui va entraîner une irritation, une hyperstimulation de l'estomac et une relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage, qui ne doit pas être relaxé, relâché, qui doit être au contraire contracté. Alors on peut citer quelques exemples à titre d'illustration, comme le fait de manger de multiples repas par jour, petit déjeuner, voire le goûter, etc. Donc là on surstimule l'estomac. Alors même que l'estomac, comme notre corps, est fait pour avoir des périodes de pause, que ce soit sous forme de jeûne intermittent, par exemple. Ce peut être aussi des substances qu'on absorbe, substances chimiques, entre guillemets naturelles, le café, le thé.
les alcools, les sucres bien sûr. Alors, dans une certaine mesure, les graisses, ça c'est beaucoup moins évident, c'est très décrit en réalité, c'est surtout s'il y a une insuffisance de sécrétion acide, et on va y venir. Et en fait, effectivement, dans le cas du régime cétogène, en général, il y a moins de reflux que dans le cadre d'un régime riche en glucides. Il y a certains médicaments également, des morphiniques, certains antidépresseurs, des antihistaminiques par exemple. On peut citer aussi le diabète et puis une entité qu'on appelle l'hypochlorhydrie. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'hypochlorhydrie? L'hypochlorhydrie, pour faire rapide, on pourra en discuter si ça intéresse. Globalement, c'est une diminution de la sécrétion acide. Alors, hypo, voire achlorhydrie, quand il n'y en a plus du tout, mais enfin c'est rare qu'il y en ait zéro. Donc hypochlorhydrie, diminution de la sécrétion acide par opposition à hyperchlorhydrie qui serait l'excès de sécrétion acide. Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à voir le reflux comme disant « Oula, mais s'il y a de l'acidité qui remonte, c'est qu'il y a trop d'acidité dans cet estomac. Et donc il y a une hyperchlorhydrie. Donc on va mettre des médicaments anti-acidité. » Et non, dans un certain nombre de cas, c'est plutôt une diminution de l'acidité. Alors je raconte juste une petite histoire et puis je vous explique le mécanisme derrière. En gros, pendant une période, j'ai commencé à avoir des reflux et des douleurs, des pyrosis de plus en plus intenses, à tel point que je me suis demandé si ce n'était pas un ulcère de l'estomac. Et donc j'allais consulter et je me suis rappelé cette hypochlorhydrie et je me suis dit tiens non, on peut essayer de faire un test, quoi. Et ce test, c'était d'augmenter du coup l'acidité par du vinaigre, en l'occurrence, on peut l'augmenter par autre chose. Et pour cela, alors que je prenais de plus en plus de médicaments, là c'était notamment un médicament sous forme de gel basique, que vous connaissez sans doute, que tout le monde connaît j'imagine, qu'on prend sous forme de sachet, j'en prenais de plus en plus, et à la fin ça ne marchait plus du tout. Eh bien, à ce moment-là, je suis allé prendre donc un verre d'eau, alors c'est une eau froide, hein, avec une grosse cuillère à soupe de vinaigre dedans. Alors j'avais rajouté un glaçon parce que c'était l'été, j'aimais bien boire frais, puis je me suis dit que le vinaigre serait plus agréable quand même frais que chaud ou tiède. Et j'ai fait l'essai. Je me suis dit, si j'aggrave les choses, je vais consulter un peu en urgence. Si, en tout cas rapidement, si j'aggrave pas les choses, bah, ma foi, c'est peut-être ça. Et effectivement, les choses se sont améliorées. C'est-à-dire que sur le coup, ça ne m'a pas fait plus mal. Et curieusement, dans la nuit, j'ai eu plutôt moins de remontées et de pyrosis. J'en avais encore, j'ai encore mal, mais nettement moins. J'ai poursuivi ça sur quelques jours en prenant régulièrement dans la journée, 2-3 fois dans la journée, un verre d'eau vinaigrée. Et miracle, ça a globalement disparu en à peu près 3 jours, donc c'était incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mécanisme sous-jacent est simple. Ce sphincter inférieur de l'œsophage, il se contracte quand il détecte l'acidité, ce qui est logique. L'estomac est très acide, il détecte l'acidité, il contracte pour protéger l'œsophage des remontées de l'estomac. Si jamais l'estomac est acide mais pas suffisamment acide, c'est pas suffisant pour le réveiller, entre guillemets, et du coup, ce sphincter ne se ferme pas correctement, il se ferme qu'à moitié, il somnole. Et du coup, le peu d'acidité, même si elle est plus faible, eh bien, elle va quand même remonter, ses sécrétions vont remonter, et l'œsophage, même si l'acidité, là en l'occurrence, c'est parce que l'acidité n'est pas assez forte que ça remonte, malgré tout c'est quand même acide, et l'œsophage n'étant pas fait du tout pour supporter n'importe quel type d'acide de toute façon, là à ce moment-là, ça se passe très mal, et c'est là qu'apparaît le pyrosis. Et pour faire cet acide, qui est de l'acide chlorhydrique, on parlait du chlore, le chlore, en fait, on l'a au niveau de l'alimentation essentiellement par le sel de table, ce fameux sel qui a été diabolisé. Je vous renvoie sur un de nos podcasts sur le sel, où on vous dit que, à part dans des situations médicales très particulières, notamment l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance rénale terminale, il faut manger plus de sel et qu'on ne mange pas assez, à moins de manger que des aliments et des plats préparés. Alors là où il y en a énormément, c'est vrai, mais si vous mangez des choses assez brutes, vous êtes à peu près sûr de manquer de sel en réalité, et donc vous ne pourrez pas faire votre acide chlorhydrique, ça c'est clair. Est-ce que tu penses qu'il est normal que tant de personnes soient atteintes par ce type de problème? Eh bien non, c'est pas normal que l'on suive des personnes pour ce genre de problème. Alors on peut imaginer que des causes génétiques très rares, avec une insuffisance héréditaire ou développementale, peu importe, enfin ça c'est des cas quand même exceptionnels. Dans l'immense majorité des cas, on voit bien que ça fait encore partie des maladies modernes, des maladies qui sont liées en fait à notre mode de vie, qui ne convient pas à notre physiologie et à notre génétique, c'est très clair.
Donc il faut un mode de vie adapté. Alors bien sûr, les jeunes vont peut-être finir par s'adapter dans quelques centaines de milliers d'années, c'est probable. Mais bon, le prix à payer est quand même très fort. Donc le plus sage, c'est quand même de revenir en arrière, entre guillemets, sur certaines choses, des choses faciles, pour réadopter un mode de vie plus cohérent. Je veux dire par là un mode de vie plus adapté, d'une part, à la prévention de l'hypochloridrie. Donc bien penser qu'il faut un estomac suffisamment acide, c'est très important. Alors, si malgré l'anecdote du vinaigre de cidre, les choses s'aggravent, bien sûr, ça peut être un ulcère, c'est autre chose. Et dans ce cas-là, l'estomac ne supporte plus l'acidité, mais c'est un autre cas. Et c'était pas ta question au départ, Victor. Donc, je n'aborde pas ça. Mais sinon, il faut donc prévenir cette hypochloridrie. Et deuxièmement, prévenir aussi tout ce qui va entraîner les problèmes mécaniques dont on a parlé, c'est-à-dire être suffisamment actif, donc lutter contre la sédentarité, pratiquer une activité physique, diminuer le surpoids, etc. Hein, c'est tout ce sur quoi on s'efforce d'aider les gens chez Sequoia Santé. Mais alors, que faut-il faire? Alors, en pratique, ça donnerait déjà prévenir des situations métaboliques qu'on pourrait prévenir relativement facilement, comme surpoids, obésité, diabète de type 2, justement par un régime adapté, donc notamment pauvre en glucides, un régime low carb, alors qu'il soit cétogène ou pas forcément cétogène, mais enfin, en tous les cas, un régime low carb, ça c'est très clair. Donc ça, c'était le premier point, éliminer le surpoids, hein, au sens large. 2, renforcer les muscles abdominaux et le diaphragme par une activité physique. Le diaphragme, c'est un muscle respiratoire. Si j'ai une activité physique, évidemment, je vais avoir des contractions diaphragmatiques, alors que si je respire très calmement toute la journée, le diaphragme, il est plutôt, entre guillemets, au repos. Alors, c'est un muscle qui se contracte en permanence pour pouvoir respirer, bien sûr, mais c'est comme le cœur. Lorsque je fais un effort physique, évidemment, c'est un muscle qui va beaucoup plus se contracter, qui va se renforcer. Donc, en ce qui nous concerne, ça va être le diaphragme et les muscles abdominaux, et pour ça, donc, la pratique d'une activité physique, rester debout, lutter contre la sédentarité, marcher, tout ça, ça favorise l'utilisation de ces muscles. Enfin, troisième élément, diminuer le nombre de repas par jour, et si possible, faire un jeûne intermittent, hein, que ce soit faire de temps en temps un seul repas par jour, hein, ça s'appelle le OMAD, One Meal a Day, ou déjà 2 repas par jour, TMAD pour 2 meals a day, et donc à ce moment-là, le midi et le soir, ou le matin et le midi, et donc comme ça, on observe une période de jeûne, alors intermittent, qui permet de mettre un peu au repos tous ces organes et d'aider à l'absorption, d'aider au métabolisme, et puis surtout de déstocker aussi, hein, tout ce qui doit être déstocké, notamment les graisses. Bref, se passer du petit déjeuner, qui est une escroquerie, comme on le mentionne dans un podcast sur lequel je vous renvoie. Et enfin, éviter ou limiter en tout cas les substances qui sont de nature à aggraver les choses. Alors le sucre bien sûr, et tous les glucides en général, sucre rapide, sucre lent, je vous renvoie sur des podcasts notamment dédiés aux céréales. Mais ça veut dire aussi limiter notamment le tabac, l'alcool. Alors le tabac, oui, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, c'est une des causes de relaxation du sphincter. Donc tabac, alcool, et dans la mesure du possible, essayer de limiter le café, ou en tout cas pas en prendre toute la journée, prendre plutôt à des horaires particuliers, par exemple. Bon, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Donc comme on l'a vu, on est face à un problème très fréquent qui est souvent lié au mode de vie. L'apparition d'une hernie hiatale, qui est une malformation qui provoque ou qui favorise les reflux, est souvent causée ou aggravée par le surpoids et par la faiblesse des muscles abdominaux et du diaphragme. Et on arrive très souvent à améliorer les choses sans médicaments, en soignant l'hygiène de vie. Dans certains cas, bien sûr, les traitements restent nécessaires, mais ils ne doivent pas être la solution de facilité. Car tout traitement entraîne des effets secondaires. Merci beaucoup pour votre attention. On vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à toi Boris. À bientôt Victor. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain podcast. On espère que vous êtes abonné à la chaîne, sinon c'est le moment de déclencher la cloche pour ne rien rater. Et si cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime, le pouce vers le haut, ça nous donne beaucoup de motivation pour continuer à produire du contenu de qualité. Et puis surtout, faites-nous part de vos expériences, très intéressant, dans les commentaires, et n'hésitez pas à interagir et à nous interpeller si vous voulez qu'on aborde des thématiques particulières qu'on n'aurait pas abordées jusque-là. Rendez-vous sur notre site également, www.sequoiasanté.com. Pensez à télécharger votre e-book qu'on a co-rédigé avec Victor, qui est offert, et de vous abonner à notre newsletter qui paraît une fois par semaine sur des thématiques de santé, longévité et de bien-être. Et en attendant, prenez soin de vous.